Ok, chers développeurs, retour à notre leçon sur la mise en place de l'API GraphQL grâce à Apollo GraphQL. Alors, dans mes différentes vidéos, vous écoutez enfin sonore les chants d'oiseaux, les chants de coq. Je suis assez proche de la nature et j'ai fait le choix de ne pas faire l'édition profonde des vidéos pour enlever ce point-là. Et c'est pour vous dire que pour votre développement, vous n'avez pas besoin de vidéos parfaites. Il faut vous lancer. N'ayez crainte de vous mettre devant le public. Bien sûr, vous pouvez suivre les critiques, mais l'important n'est pas là. Il faut juste voir votre marge de progression. Alors, pour retourner à notre vidéo, nous allons mettre en place notre API GraphQL grâce à Apollo. Et l'une des choses, si vous vous rappelez, lorsque je faisais la présentation des prérequis, c'était de vous demander d'avoir quand même quelques notions de base. Et si vous avez pris la peine de suivre les tutoriels ou les recommandations que je vous ai faites, ou d'autres ressources disponibles sur Internet, vous saurez qu'une API GraphQL a deux piliers principaux. Le schéma et ce qu'on appelle les resolvers, qui sont en fait des fonctions qui répondent aux différents champs figurant dans notre schéma. Alors, le schéma a aussi trois sous-piliers, ce qu'on appelle le type objet, qui concerne principalement la déclaration de vos données. Si par exemple j'ai le logement, pour un logement, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons développer ça plus tard, tout au long des prochaines vidéos. Si par exemple nous avons un logement, le logement par exemple doit avoir un titre et une image. Alors, le titre et l'image sont les différentes données qui composent l'objet logement. Alors, dans la définition de votre schéma, vous devez définir les différents objets qui figurent dans votre application et à travers les propriétés de ces objets, définir les différents champs de données. Donc, par exemple, je vais définir pour le schéma, par exemple, l'objet logement. Et dans l'objet logement, il y aura un titre, il y aura une image. Et GraphQL est assez typé, un peu comme TypeScript. C'est-à-dire, lorsque vous définissez vos données, vous associez à la définition de ces données le type de données. Si par exemple, moi j'ai défini la donnée titre, à côté je vais définir le type. C'est-à-dire, je vais dire titre est de type string. Cela veut dire qu'une fois que l'API a enregistré ce schéma, si vous définissez le titre autre que le type string, automatiquement il y aura un rejet. Donc c'est très intéressant. Si vous avez quelques notions avec TypeScript, il est clair que cela ne vous posera pas de problème pour définir votre schéma. Alors vous définissez dans votre schéma les différents objets qui vont intervenir dans votre application. Vous définissez les différentes requêtes, les queries, voilà, les demandes d'informations, et vous définissez les différentes mutations, c'est-à-dire les différentes modifications de données. Ça vous rappelle un peu l'acronyme CRUD, qui est très populaire dans les bases de données. CRUD qui se réfère à Create, Read, Update and Delete, et les différentes opérations de base qu'on opère sur une donnée. Vous pouvez créer une donnée, vous pouvez la lire, vous pouvez la modifier et vous pouvez la supprimer. Donc, le type query ou le type query prend en compte l'acronyme. Dans l'acronyme, prend en compte le côté read et mutation, prend en compte tout ce que vous voulez modifier sur vos données, si vous voulez mettre à jour vos données, si vous voulez supprimer vos données et si vous voulez créer vos données. Voilà. Donc, il faut définir le schéma de vos données. Une fois que vous avez défini le schéma, la forme de vos données,
il faut définir les fonctions qui vont prendre en compte, du moins ce qui vont gérer les différentes requêtes de données et les différentes modifications de données. Voilà. Donc si on fait une requête sur une donnée, qu'est-ce qu'en retour on recevra? C'est en cela que les résolveurs sont intéressants. Mais au-delà de ça, je vous invite à aussi, si vous ne maîtrisez pas cela, à aller lire la documentation ou les tutoriels qui présentent ça de façon plus détaillée avec beaucoup plus d'exemples. Il est clair que même dans le site Apollo GraphQL, je vous ai recommandé d'aller jeter un coup d'œil au tutoriel pour avoir de bonnes idées là-dessus. Bien évidemment, vous ne pouvez pas maîtriser de bout en bout si vous êtes débutant le tutoriel d'Apollo qui est assez complexe, mais je vous conseille quand même de survoler ce tutoriel pour avoir une idée sur la définition des schémas, la définition des résolveurs, des mutations et tout cela. Au moins, survoler cela pour avoir une idée très intéressante. Et si vous n'êtes pas satisfait par le tutoriel, bien évidemment, Apollo a mis, au moment où j'enregistre ces vidéos, un autre site qui présente un tutoriel qui, ma foi, est plus accessible que le tutoriel figurant sur le site. Et bien évidemment, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour prendre ce tutoriel. C'est plus clean, plus intéressant. Et je vous conseille d'aller regarder ce tutoriel. Ok. Bon, pour revenir à notre cours, je l'ai dit, ce rappel-là, vous devez déjà avoir en tête ce schéma et comment cela fonctionne pour continuer. Parce qu'après, tout ce que nous allons faire, c'est créer ce schéma et créer ces résolveurs. Les deux vont constituer notre API GraphQL. Alors, maintenant, l'autre chose, comme je l'ai dit, je conseille tout le temps, et je le fais depuis le début de cette série de vidéos, aux développeurs de consulter la documentation. Et si je vous conseille ça, c'est parce que moi-même, je vais le faire et je vais l'illustrer dans cette vidéo. Si vous allez dans la documentation de Apollo, vous verrez qu'Apollo a plein d'implémentations. Il y a Apollo Client pour gérer les données côté client. Il y a une autre implémentation pour gérer les données pour l'iOS. Ça, c'est pour les développeurs mobiles. Les développeurs sur plateforme mobile. Vous avez Apollo Client pour gérer tout sur l'Android. Et ce qui nous intéresse, c'est Apollo Server ici. Voilà. Apollo Server. La documentation de Apollo est magnifique et très bien illustrée. C'est l'une des meilleures documentations. Donc, là, vous avez la documentation d'Apollo Server pour tout ce qui concerne la création d'API GraphQL. Et dans la documentation, ils ont fait l'effort de vous lister les différentes étapes qu'il vous faut pour créer un serveur Apollo. Le serveur Apollo est l'équivalent de ce que j'appelle une API GraphQL. Alors, pour créer un serveur Apollo, ils ont listé 8 étapes dans la documentation. La première étape, c'est créer un projet. Ce sont ces différentes étapes que j'ai listées ici. En consultant la documentation d'Apollo, elle liste 8 étapes pour avoir un serveur ou une API GraphQL si vous voulez. Alors la première étape, c'est créer un nouveau projet. La deuxième étape, c'est installer les dépendances. La troisième étape, c'est définir le schéma GraphQL. La quatrième étape, c'est définir la base de données. La cinquième étape, c'est définir les résolveurs. La sixième étape, c'est créer une instance d'Apollo Server. La septième étape, c'est démarrer le serveur. Et la huitième étape, c'est exécuter votre première requête pour tester votre serveur si vous avez tout mis en place. Alors, lorsque vous observez toutes ces étapes, vous verrez qu'on revient toujours à ce schéma. Je vous ai parlé de l'API GraphQL qui reposait sur deux piliers, schéma et résolveur. Avec pour les schémas, la définition des objets de votre application, et la définition de requêtes et la définition des mutations qui sont opérées sur les données.
Et de l'autre côté, lorsque une requête doit avoir une réponse, alors les résolveurs interviennent un peu. Ils sont en réalité des fonctions comme les réponses aux différentes requêtes, les réponses aux différentes mutations. Vous verrez que si vous parcourez ces étapes, vous verrez qu'il y a la définition du schéma et il y a la définition des résolveurs, schéma et résolveur. La base de données intervient au milieu parce que, bien évidemment, vous avez besoin des données pour interagir avec votre API GraphQL. Et je vous avais montré un schéma où vous verrez que un serveur complet composé d'une API et d'une base de données. Alors tout le reste, c'est juste la mise en place, la création de nouveaux projets, l'installation des dépendances. Parce que en réalité, Apollo, c'est une technologie, il faut l'installer. Et puis le reste, créer une instance, démarrer le serveur. Toutes ces étapes-ci concernent le test de votre API pour voir si tout marche. Ici, c'est la mise en place. Et là, c'est le cœur même de la création de l'API. Et c'est à l'étape 3, 4 et 5 que nous allons mettre plus de temps. Nous allons mettre moins de temps pour l'étape 1 et 2 qui est la mise en place. Plus de temps sur l'étape 3, 4 et 5 et aussi moins de temps sur l'étape 6, 7 et 8 qui, bien évidemment, ne concerne que le test de votre API si tout marche bien. Alors, nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Je vais aborder chaque étape par vidéo, c'est-à-dire une vidéo concernera une seule étape. Et Apollo est assez très pédagogique, comme vous le verrez. Étape 1, création d'un nouveau projet. Vous voyez ici comment ça se crée. Il n'y a pas de magie. Vous lisez juste, vous comprenez comment les choses fonctionnent et vous pouvez appliquer. C'est en cela que je dis, lorsque vous consultez la documentation, les choses sont plus faciles, les choses sont plus simples. On a souvent du mal à lire, il faut lire. Par exemple, la création d'un nouveau projet, c'est très simple. On vous dit MK10 pour tous ceux qui se rappellent des commandes de MS-DOS. C'est pour créer un nouveau répertoire. Vous créez un nouveau répertoire qui accueillera votre serveur. Vous entrez dans le répertoire. Vous initialisez votre projet parce que ça, après tout, GraphQL Apollo est au-dessus de Node. C'est l'outil, la technologie principale qui anime tout le serveur. Bon. Et vous initialisez un nouveau projet et c'est tout pour la première étape. Et après, vous avez la deuxième étape où on vous explique tout. Bien évidemment, c'est la commande qui est très intéressante. Tout le reste, là, vous pouvez vous-même lire et comprendre comment tout cela fonctionne. Donc, je vous conseille de lire beaucoup la documentation et vous verrez que vous allez avancer plus facilement dans votre parcours de développeur. Voilà, donc nous allons commencer la première étape avec la création d'un nouveau projet dans la prochaine vidéo. À tout de suite.